on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Et puis, par la suite, il y a aussi l'idée du financement. Le financement, c'était à travers la cotisation sociale, donc j'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure, mais donc l'idée c'était que la sécurité sociale soit financée par un prélèvement sur les richesses générées par le travail. C'était quelque chose de très important. Par exemple, on peut se demander pourquoi c'est le ministère du Travail qui a géré la mise en place de la sécurité sociale. Ça aurait très bien pu être mis en place par le ministère de la Santé, qui était occupé à l'époque par quelqu'un qui est certainement très connu dans les Bouches-du-Rhône. Le ministre était François Billoux, un ami de très très longue date d'Ambroise Croizat, et qui avait été aussi à l'Assemblée consultative d'Alger, puisque François Billoux avait été incarcéré en même temps que Croizat, était allé au bac de Maison Carrée en même temps que Croizat. Et donc, dans les discussions qu'ils pouvaient avoir eues tous les deux, la décision qu'ils avaient prise était très claire. Il fallait que ce soit une victoire des travailleurs, puisque la sécurité sociale, elle allait être gérée par les assurés sociaux en majorité. Et donc c'est pour ça que là-dessus, ils étaient complètement d'accord sur le fait que ce devait être le ministère du Travail qui prenne ça en charge, ce projet de sécurité sociale. D'où l'expression « la sécurité sociale est la plus grande conquête des travailleurs », ça vient donc de ce que vous venez de dire. Évidemment. Il y avait pour les deux cet attachement. Alors bien sûr, ils étaient en relation, ils devaient certainement discuter de tous les points de détail régulièrement tous les deux. Mais ils étaient d'accord sur le fait que ça devait être quelque chose qui devait faire partie des réalisations du ministère du Travail et des travailleurs. Et donc, depuis 1991, donc, il y a un mode de financement différent avec l'apparition de la contribution sociale généralisée, la CSG. Et avec le temps qui a passé, on s'est aperçu de la proportion toujours plus grande que prenait la CSG. Et le résultat, c'est que les fonds de la sécurité sociale, comme ils sont abondés à 60%, je crois actuellement, je pense que c'est de cet ordre-là, par la CSG, eh bien, l'État a de plus en plus la main mise sur les fonds de la sécurité sociale. Et si Ambroise Croizat et ceux qui ont participé à la mise en place étaient si attachés à la cotisation sociale, c'était justement parce qu'ils avaient vu ce danger arriver. Et ce qu'ils ne voulaient pas, c'est que dans une période difficile, l'argent des cotisations sociales, l'argent du moins de la sécurité sociale, serve de valeur d'ajustement. Et c'est quelque chose qu'on a vu encore très récemment se produire quand Emmanuel Macron, au moment de la crise sanitaire, a parlé de sa politique du quoi qu'il en coûte. Sa politique du quoi qu'il en coûte, sur quoi reposait-elle? Elle reposait sur les fonds de la sécurité sociale, en grande partie. Et c'était justement ce que ne voulaient pas les pères fondateurs de la sécurité sociale. Ils voulaient que, justement, ces fonds soient complètement indépendants de l'État, parce que pour eux, il y avait cette dimension émancipatrice. On ne dépend plus ni de la charité, ni du paternalisme, ni d'un soi-disant État providentiel, et encore moins de l'assurantiel. Et donc, là, je pense que ça pourrait être des thèmes de la campagne présidentielle,
c'est redonner un petit peu de démocratie sociale dans cette belle institution de la sécurité sociale. Remettre au goût du jour des élections pour les administrateurs. Revoir les taux de cotisation sociale, c'est-à-dire essayer de se dégager un petit peu de cette étatisation de la sécurité sociale. Pierre Caillot-Croizat, encore merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On sait que voilà, vous n'êtes pas là tout le temps, donc c'est un plaisir de vous avoir reçu lors de votre passage à Marseille. Est-ce que Marseille, ça évoque quelque chose de particulier pour vous? Alors, Marseille, oui, ça évoque quelque chose de particulier. Alors, déjà, là, dans un souvenir purement familial, quand Croizat est revenu en France, d'Algérie, il est revenu directement à Paris. Et quand il est revenu à Paris, il ne savait pas où se trouvaient son épouse et sa fille. Et donc, quelqu'un l'a contacté pour lui dire qu'elle savait où elles étaient. Alors, elles étaient réfugiées dans le Vaucluse. Elles avaient été prises en charge par un réseau de résistance du Vaucluse, qui était le réseau de résistance d'Albin Durand. Albin Durand, je ne sais pas si beaucoup de monde le connaissent, mais je sais qu'il y a une rue Albin Durand à Marseille. L'histoire d'Albin Durand est très triste, mais enfin bon. Alors ensuite, donc, quand il a su qu'elles étaient dans le Vaucluse, il a demandé une autorisation pour pouvoir se rendre à Marseille. Et des camarades de la résistance du Vaucluse ont emmené ma grand-mère, je crois que c'était à la section du Parti communiste de Marseille. Et c'est là qu'ils se sont retrouvés. Quand il est arrivé dans les bureaux de la section du Parti communiste, ma grand-mère était en train d'éplucher des pommes de terre. Donc, c'était certainement pour faire à manger aux camarades. Et donc, il s'est approché d'elle et elle n'a même pas réalisé ce qui se passait. Il lui a fallu un temps pour s'apercevoir que son mari était revenu. Alors déjà, ça c'est un souvenir rempli d'émotions quand je me fais la représentation de leur retrouvaille. Bon, et puis je sais que c'est à Marseille. Et puis ensuite, je sais que Ambroise Croizat s'est rendu plusieurs fois à Marseille, et avant de venir faire cette rencontre donc à Marseille, et puis à Martigues, à Port-de-Bouc, j'ai fait un petit peu un retour dans le fond d'archives familiales, et donc j'ai retrouvé des très anciennes photos de Croizat en visite officielle à Marseille avec le préfet Aubrac. On le voit au port, on le voit dans d'autres bâtiments. Et donc, je me suis fait un plaisir de scanner ces photos et de les apporter, parce que je me suis dit qu'il y aurait des gens qui seraient certainement au cours de ma visite intéressés par cet aspect historique. Et je crois que effectivement, j'ai fait des heureux. J'ai fait des heureux parce que ce sont des témoignages certainement assez exceptionnels, qui font partie du fonds d'archives familiales. Et donc, il y a certainement des choses à leur faire dire à ces photos. Et donc, j'ai confiance dans les camarades auxquels je les ai confiés. Et j'attends des retours, des précisions sur justement ces témoignages. En tout cas, on est très touchés, très fiers que vous soyez venus partager avec nous vos souvenirs et votre connaissance particulière sur l'histoire de la Sécu. Alors notre entretien s'achève pour aujourd'hui. Encore merci d'être venu dans les locaux de la CGT CPAM 13. On a été très heureux de vous recevoir. Eh bien écoutez, c'est un plaisir partagé. Je suis très heureux d'avoir pu participer à cette petite vidéo qu'on m'avait proposée. Et si j'avais un message à adresser au personnel de la CPAM, c'est de garder à l'esprit cette éthique qu'on
qu'ont voulu impulser tous ces pères fondateurs de la sécurité sociale. Gardez à l'esprit cet esprit de générosité, de solidarité, cet esprit universaliste et cet esprit émancipateur. C'est une responsabilité, même quand on n'en a pas totalement conscience quand on se lève le matin pour aller faire sa journée de travail. Mais c'est quelque chose qui fait vraiment partie du travail des agents, du personnel de la CPAM. Donc je les félicite et j'espère qu'ils auront conscience de la responsabilité qui leur incombe et qu'ils sauront se montrer à la hauteur. Mais ça, j'en suis sûr et je les remercie d'avance. Et donc, je voudrais ajouter en clin d'œil à tous ces personnels qui font vivre la Sécu, qui font vivre la solidarité, je voudrais leur dire, surtout n'oubliez pas, on ne lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire. On lâche rien. On s'en bat aujourd'hui, mais on revient demain. On lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire. On lâche rien. On s'en bat